Merci. On va terminer, on va clôturer ce passionnant congrès en parlant du genou douloureux en dehors de l'atteinte articulaire. Comme vous le savez, l'atteinte du genou, ou bien la gonalgie, ça constitue un motif fréquent de consultation en rhumatologie. Donc, ça constitue quand même le deuxième motif après la lombalgie. Devant toute douleur du genou, bien sûr, il faut une bonne anamnèse. L'examen clinique est primordial. Ça nous permet de nous orienter. Et aussi, devant toute douleur du genou, il faut savoir qu'il y a plusieurs pathologies, plusieurs étiologies qui peuvent être responsables de cette douleur. Et comme je viens de le dire, et comme l'indique le titre de cette conférence, sont exclus de cette présentation la pathologie articulaire, notamment synoviale, cartilagineuse, méniscale et ligamentaire. Et il est exclu aussi la pathologie traumatique, c'est-à-dire toute douleur du genou secondaire à une fracture, une entorse ou bien une luxation. Je vais commencer par un petit rappel anatomique. Donc, vous savez, le genou, c'est une grosse articulation superficielle profonde. Elle est composée de deux articulations qui sont anatomiquement et biomécaniquement indissociables, à savoir l'articulation fémoro-patellaire et fémoro-tibiale. Elle est aussi munie d'un dispositif capsulo-ligamentaire puissant qui assure sa stabilité. Autre moyen d'union aussi, ce sont les muscles périarticulaires. On a en avant le muscle et le tendon quadricipital. Latéralement, on a le tenseur du fascia lataire. Du côté interne, on a les muscles de la patte doigt, à savoir le couturier ou bien le sartorius, le gracile et le semi-tendineux. Et en postérieur, on a le biceps crural, le semi-membraneux. On a aussi le muscle poplité ainsi que le genou externe et interne. Donc, la démarche diagnostique devant tout genou douloureux est d'abord clinique. Elle est basée sur l'interrogatoire et l'examen physique qui oriente en général vers le caractère, que ce soit mécanique ou bien inflammatoire de l'affection. La suite de cette démarche sera en fonction du contexte et des résultats des examens complémentaires, à savoir la biologie et l'imagerie. Devant donc un patient qui vient nous consulter pour une gonalgie, à l'interrogatoire, on doit préciser l'âge, la profession, les antécédents, l'étape, s'il y a oui ou non la notion de traumatisme, quand la douleur elle a débuté. Donc elle est généralement, ce début, il est généralement précis en cas de pathologie infectieuse, plus ou moins précis en cas de pathologie inflammatoire. Préciser le caractère horaire de la douleur, si elle est mécanique ou bien inflammatoire nocturne. Préciser l'intensité de la douleur, l'effet d'éventuelles crises antalgiques, d'ANS ou bien d'éventuelles infiltrations. Préciser l'importance de la chaîne fonctionnelle et essayer de préciser aussi le siège exact de la douleur qui peut être indiqué ou bien précisé par le doigt du patient. J'ai mis là quelques exemples. Ici, par exemple, un patient qui nous montre une douleur précise au niveau de la face interne du genou, au niveau du condyle fémoral interne. Donc là, toujours en fonction du contexte, ça peut être évocateur de notion-nécrose du condyle fémoral. Une douleur interne là, en regard du plateau tibial interne, toujours en fonction du contexte, ça peut être en rapport avec une fracture de fatigue. Là, une douleur externe au-dessus de l'interligne externe, surtout si ça survient chez un cycliste ou bien un coureur de fond, ça peut orienter vers un syndrome de la bandelette iliotibiale. Sinon, si on a une douleur une douleur mécanique en regard de la pointe de la rotule, ça peut être évocateur d'une tendinopathie rotulienne. N'oubliez pas aussi à l'anamnèse de préciser s'il y a ou non des signes accompagnateurs, tels qu'un blocage, un gonflement, un dérangement ou bien une instabilité. Cherchez toujours s'il y a ou non des signes extra-articulaires, si la symptomatologie, elle évolue dans un contexte fébrile ou pas, et si l'état général, il est altéré ou bien conservé. À l'inspection, voir si les genoux sont normaux accès ou pas. Cherchez s'il y a à la marge une boiterie ou pas. Et en décubitus dorsal, notez la coloration des teguments. S'il y a une amyotrophie du quadriceps, un strabisme rotulien, une tuméfaction du genou qui peut être localisée ou diffuse, et s'il y a oui ou non un flessum. À la palpation, cherchez, voir s'il y a une chaleur locale, cherchez un choc rotulien,
voir s'il y a une tuméfaction pré-patellaire ou infrapatellaire qui peut être en rapport avec une bursite, et aussi palper le copropriété à la recherche d'un éventuel risque. Comme on l'a dit tout à l'heure, rechercher les points douloureux, l'examen de la mobilité active et passive du genou, complété par l'examen loco-régional. N'oubliez pas toujours d'examiner de la hanche, puisque vous savez, un problème au niveau de la hanche, ça peut être responsable d'une douleur projetée au niveau du genou. Et aussi, à côté de l'examen osseo-articulaire, il faut toujours compléter par un examen général. Toujours en fonction de l'étiologie suspectée, on peut demander un bilan biologique, des examens complémentaires tels qu'une radiographie standard afin d'étudier la structure ostéocartilagineuse, voir s'il y a des calcifications ou pas. Le scanner il est aussi performant pour l'étude de la structure osseuse. Il peut mettre en évidence un trait de fracture ou bien un processus fémoral. L'IRM performante pour l'étude des tissus mous, à savoir les ligaments, les ménisques, donc elle permet d'étudier les bourses, les muscles. Elle permet l'analyse cartilagineuse et l'analyse de la structure osseuse. L'échographie aussi, elle est très intéressante pour l'étude des tissus mous, c'est-à-dire les tendons, les muscles, ainsi que les bourses. Elle permet de détecter un épanchement, une synovite, une bursite et permet de guetter d'éventuelles ponctions. Donc, toujours en fonction des données cliniques et paracliniques, on doit être amené à toujours à éliminer une douleur projetée, comme on l'a dit tout à l'heure, en rapport avec une coxopathie. Cette douleur projetée, elle peut être aussi être en rapport avec une pleuralgie. Plus rarement, elle peut être en rapport avec une atteinte du pied ou de la cheville. Éliminer une pathologie traumatique, une maladie vasculaire telle qu'une artérite ou thrombophlébite, une atteinte cutanée telle qu'une cellulite ou bien une érésipète. Donc, à la fin de cette étude clinique, on aura des hypothèses diagnostiques. Bien sûr, toujours en dehors de la pathologie articulaire et de la pathologie traumatique. On retiendra, on peut discuter aussi le diagnostic de pathologie osseuse mécanique telle qu'une algodystrophie, fracture de fatigue, ostéonocrose ou maladie de Paget. On peut discuter aussi des étiologies osseuses à sémiologie inflammatoire telles que les pathologies tumorales et infectieuses. Une douleur du genou aussi, elle peut être en rapport avec une tendinopathie ou bien une bursite. Et aussi, dans certains cas, elle peut être secondaire à une pathologie musculaire telle qu'une myosite. Donc, pour cela, on va voir quelques cas cliniques et on va essayer de faire le tour des différentes pathologies, notamment les plus fréquentes. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Là, c'est une patiente âgée de 63 ans, ayant présenté suite à une marche prolongée une douleur du genou droit. Cette douleur est mécanique, c'est une douleur en charge. À l'examen, elle avait une douleur à l'appui en regard du plateau tibial interne. La biologie était normale. Et à la radiographie standard du genou, comme vous le voyez, il y a une bande de surcondensation au niveau du plateau tibial interne. Je n'arrive pas à fixer le pointeur. Donc, quel serait votre diagnostic? Oui, donc en fonction de ces données cliniques, et bien sûr, comme le montre cette image radiologique, donc le diagnostic, c'est une fissure de fatigue. La fracture de fatigue, vous savez, ça survient suite à un effort inhabituel. Ça donne une douleur à l'appui, une douleur en charge avec plus ou moins un discret œdème localisé. Le diagnostic précoce il peut se faire par la scintigraphie, dont le caractère préfocal de l'hyperfixation peut orienter le diagnostic. Sinon, l'IRM, elle aussi, elle permet de mettre en évidence le diagnostic assez précocement avant le stade radiologique. Sinon, plus tardivement, on aura cette bande de surcondensation. Le traitement, c'est un traitement symptomatique associé à une décharge. Autre pathologie osseuse mécanique, c'est l'algodystrophie. Là aussi, le genou, c'est une localisation fréquente. Cliniquement, on aura une douleur, impotence, une chaleur locale. Ça peut même simuler au début une véritable arthrite. Ça survient surtout dans un contexte traumatique. À la radio, donc la radio au début, elle peut être normale, sinon on pourra aussi mettre en évidence, comme le montre cette radiographie, une déminéralisation mouchetée avec un interligne toujours respecté. Pour le diagnostic précoce, donc la scintigraphie est intéressante, sinon l'IRM aussi elle est performante pour mettre l'aspect en faveur de cette maladie.
Sinon, le traitement est symptomatique associé à la rééducation. Autre pathologie, c'est l'ostéonécrose du genou. Le plus souvent, on aura une atteinte. Donc, on a une atteinte de la surface portante du condyle fémoral interne. Plus exceptionnellement, on aura une atteinte du condyle externe. Et ça touche souvent la femme âgée, donc le sujet âgé de plus que 60 ans. Cliniquement, la douleur est brutale. L'examen retrouve assez fréquemment un épanchement. Et on peut trouver aussi une boiterie. La radio initiale est normale, sinon c'est l'IRM qui permettra le diagnostic précoce. Le traitement est symptomatique associé à une décharge, sinon la chirurgie, elle peut être discutée dans certaines situations, toujours en fonction de l'âge du patient, du stade de la nécrose et de son étendue. Chez l'enfant, chez l'adolescent, on doit penser aussi à l'osteochondrite disséquante. Donc, c'est une nécrose locale de l'os sous-chondral, habituellement à la partie inféro-interne du condyle fémoral interne. L'enfant, là, il va se plaindre de gonalgie mal localisée, exagérée par les activités sportives, calmée par le repos. À l'examen clinique, on aura un point douloureux électif sur le condyle interne en flexion du genou. Lorsque le fragment ostéocartilagineux nécrosé sera libéré dans l'articulation, on aura un blocage ou bien un dérobement. On peut s'ajouter alors au tableau une hydarthrose ou bien une amyotrophie du quadriceps. À la radio, l'aspect est variable. On peut trouver une forme lacunaire comme le montre cette radiographie. Sinon, on peut trouver une zone dense ovalaire entourée par une zone radiotransparente. Sinon, on peut même mettre en évidence un corps étranger intra-articulaire en cas de libération du fragment. Pour la conduite à tenir, c'est la mise au repos de l'articulation. Si échec, la chirurgie peut être discutée. Sinon, autre maladie qu'on peut discuter aussi chez l'enfant, c'est la maladie de Schlüter. Donc, c'est une ostéotendrose tibiale antérieure. Donc, c'est une apophysie de croissance de la tuberosité tibiale antérieure. Ça touche essentiellement l'enfant sportif entre 11 et 15 ans. La lésion est volontiers bilatérale, mais décalée dans le temps. Et le diagnostic est clinique devant une douleur bien localisée à une tuberosité tibiale antérieure qui peut être augmentée de volume. La radio confirme le diagnostic avec une image condensée, fragmentée de la tuberosité tibiale antérieure. Parfois, on peut trouver des images d'ossification au niveau du tendon rotulien. Pour le traitement, c'est le repos, l'arrêt du sport, parfois le port de genouillère et un traitement symptomatique. Donc, tous ces moyens suffisent généralement à faire disparaître la douleur. Là, je vais passer à un autre cas clinique. Là, il s'agit d'un patient de 19 ans, sans antécédent. Il n'y a pas de notion de traumatisme. Ce patient présente une gonalgie gauche, là, d'horaire inflammatoire, évoluant depuis 6 mois associée à une tuméfaction. Sa douleur est croissante, intense, qui n'est pas calmée par les antalgiques. Il a une impotence aussi, une impotence fonctionnelle majeure. Quand vous le voyez sur cette radiographie standard, donc on a une image ostéolytique du fémur distal avec une importante extension postérieure. L'IRM coupe sagittale, elle a confirmé cette lésion fémorale avec un envahissement des tissus mous adjacents. Donc, que craindre devant ce tableau? Donc, il faut toujours penser à éliminer une pathologie tumorale. Donc, il faut penser au genou tumoral, surtout donc l'ostéosarcome et le sarcome de Wills. Donc, pourquoi ces deux tumeurs? Parce que les tumeurs osseuses malignes et primitives au genou sont représentées essentiellement par ces deux tumeurs. On va commencer par l'ostéosarcome. Donc, le genou, comme on l'a dit, c'est une localisation préférentielle. Donc, dans 50 à 60% des cas, ça se produit au niveau du genou. Ça touche essentiellement l'enfant et l'adulte jeune, comme c'était le cas de notre patient, mais donc il y a un second pic de fréquence chez les sujets, chez les personnes âgées, surtout qui ont une maladie osseuse sous-jacente, telle que par exemple une maladie de Paget. Les signes initiaux sont une douleur inflammatoire, une tuméfaction. Donc cette tumeur osseuse maligne, elle peut être différenciée de l'ostéome ou bien de l'ostéoblastome par son caractère évolutif, son envahissement important des tissus mous adjacents. La radio, elle permettra de suspecter le diagnostic, bien sûr par les signes classiques de malignité. Donc, ça peut mettre en évidence une image lithique et ou condensante avec réaction périostée telle qu'ici en feu d'herbe, comme le montre cette radiographie du genou d'un jeune garçon de 13 ans.
La scintigraphie et le scanner IRM sont nécessaires au bilan d'extension et seule la biopsie permettra de retenir le diagnostic de certitude. L'autre tumeur, c'est le sarcome d'Ewing. Donc là aussi, ça touche l'enfant et l'adulte jeune avec une moyenne d'âge de 13 à 14 ans. Ça se voit plus chez le garçon. Elle touche essentiellement la diaphyse désolant des membres inférieurs. La radio, elle peut montrer des lésions ostéolytiques avec réaction périostée, complétée par TDM et IRM. La biopsie, elle permettra le diagnostic de certitude. Et comme pour l'ostéosarcome, donc pour le traitement, la chimiothérapie est indiquée, puis une chirurgie prothétique sera programmée. Autre pathologie aussi, c'est le plasmocytome solitaire osseux. Là, c'est une tumeur maligne rare. Vous savez, ça touche souvent le squelette axial, mais elle peut atteindre les os lents. Donc, elle touche préférentiellement les hommes au cours de leur 5e, 6e décennie. Les critères diagnostiques sont une preuve histologique de prolifération plasmocytaire avec une lésion radiologique unique sans diffusion plasmocytaire médulaire. Bien sûr, la complication qu'on redoute, bien sûr, c'est la survenue d'un myélome multiple. Et le traitement de référence fait appel à la radiothérapie. Donc là, c'est un autre cas clinique. Là, il s'agit d'une patiente de notre service. Il s'agit d'une patiente NM âgée de 47 ans antécédent de diabète qui vient nous consulter pour une douleur inflammatoire du genou droit évoluant depuis 3 mois. À l'examen, elle avait une mobilisation douloureuse et limitée. Elle avait une tuméfaction du genou droit. Elle était grabataire avec un état général très altéré. Comme vous le voyez sur sa radiographie standard, donc on a mis en évidence des images ostéolytiques au niveau de l'extrémité inférieure du fémur et au niveau du tibia. On a complété par une TDM qui a montré un processus tissulaire épiphyso-métaphysaire avec effraction de la corticale et avec une extension aux parties molles en regard. Donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc, devant ce tableau, on a discuté soit le diagnostic de métastase osseuse ou bien de myélome multiple. En fait, cette patiente, elle avait un syndrome inflammatoire biologique. On a complété par EPP qui a montré un pic clonal. Donc, en gamma, avec à la ponction cernale 11% d'infiltration plasmocytaire. Donc, notre diagnostic, c'était un myélome multiple stade quasar type IgG lambda. Donc, cette patiente, elle a une chimiothérapie d'induction, autogreffe de cellules souches, cure de bisphosphonate. Elle a eu aussi des séances de radiothérapie sur le genou droit. Et heureusement, après un recul de 5 ans, la patiente est en rémission avec une amélioration clinico-radiologique et normalisation de la biologie. Donc là, ce sont ces radiographies faites dernièrement qui montrent une consolidation des lésions osseuses. On va passer maintenant aux tumeurs osseuses primitives et bénignes. Donc, c'est la fréquence relative des différentes tumeurs au niveau du genou. Comme vous le voyez, que ce soit au niveau du fémur, au niveau du péroné ou bien au niveau du tibia, c'est l'exostose qui est la tumeur osseuse primitive bénigne et la plus fréquente, suivie au niveau du fémur par l'ostéome ostéoïde. Là, il faut faire attention puisque là, c'est un cas clinique de patient de 42 ans qui a une exostose ancienne, peu symptomatique jusqu'à il y a 2 mois. Depuis, elle présente une douleur et une tuméfaction croissante. Donc, que craindre devant cette situation? Oui, il faut toujours se méfier de la dégénérescence maligne. Et effectivement, cette patiente a eu une exérèse large et qui a confirmé la dégénérescence. Donc, il faut toujours se méfier, surtout si on a une exostose de l'adulte centrale ou proximale. Lorsque cette exostose devient symptomatique, comme c'était le cas de la patiente, lorsque l'évolution est rapide avec des modifications radiologiques. Comme autre pathologie responsable d'une douleur au genou, on trouve aussi les dysplasies pseudotumorales osseuses, telles que le fibrome non ossifiant, qui peut être de découverte fortuite chez un adolescent. On a aussi le kyste anévrismal. À la radio, on peut trouver une lacune centrale, parfois périphérique, à développement sous périostée. Donc, le signe le plus évocateur, c'est la soufflure parfois extrême. Comme autre dysplasie, il y a la dysplasie fibreuse, le kyste solitaire, le cranulome dyssynotique de l'os, mais là, l'atteinte du genou est plus rare.
Autre cas clinique, c'est un patient de 76 ans qui vient consulter pour une douleur du genou droit évoluant depuis 7 mois d'allure mécanique. L'état général est conservé, donc il n'a plus pas de syndrome inflammatoire biologique, bilan phosphocalcique normal, à part des phosphatases alcalines à 560 unités par litre. Des phosphatases alcalines élevées. À la radiographie standard, il avait, comme vous le voyez, une trame fibrillaire au niveau du fémur distal. Donc, quel serait votre diagnostic? C'est une maladie, effectivement, c'était une maladie de Paget, donc il faut rechercher les autres signes radiologiques. On va chercher la déminéralisation en V de l'extrémité inférieure de la métaphyse, l'hypertrophie osseuse, l'épaississement de la corticale, la dédifférenciation cortico-médullaire. Donc, la maladie de Paget, c'est une maladie bénigne, peut-être de découverte fortuite, que ce soit lors d'un bilan biologique ou radiographique. Le diagnostic impose un bilan d'extension et d'évolutivité. Le pronostic dépend surtout de la survenue de complications, notamment neurologiques, cardiovasculaires, articulaires, osseuses, telles que l'incurvation ici du tibia en lame de sabre. Il y a aussi la possibilité de déformation en génuvarum. On peut avoir aussi des fractures ou bien des fissures au niveau de la convexité des olents. Le traitement, c'est à base de bisphosphonates et concerne surtout seulement les formes symptomatiques évolutives ou à risque de complications. Là, je voulais rapporter le cas d'un petit garçon de 8 ans qui présente depuis 3 jours une douleur du genou droit-gauche d'installation brutale. Il a une importance fonctionnelle majeure du membre patin. À l'examen, ce petit garçon était fébrile à 39, état général altéré. À l'examen, il avait aussi une douleur métaphysaire circonférentielle à l'extrémité inférieure du fémur. Par ailleurs, la mobilisation douce de l'articulation adjacente était possible. À la biologie, il avait un syndrome inflammatoire avec des blancs, V, CCRP, LV. Donc, que faut-il éliminer en premier lieu ici devant ce tableau? Voilà, il faut éliminer une origine infectieuse. Donc, la radiographie standard chez ce garçon était normale. Sinon, à l'IRM, il y avait un hyposignal T1, un hypersignal T2 avec un rehaussement après injection de produits de contraste. Une enquête infectieuse a été effectuée. Et oui, c'était ce garçon avait une ostéomyélite aiguë. Dans le même cadre, là, je vais rapporter le cas d'une autre patiente de 18 ans qui présente une douleur inflammatoire chronique du genou droit évoluant depuis 2 ans. À l'examen, elle avait un empattement du genou, boiterie, raideur et flessum. Sinon, il n'y avait pas syndrome fébrile net, pas sueur nocturne, sauf la notion d'amaigrissement de kilos. Donc, à la radiographie, comme vous le voyez, la radiographie du genou de profil, donc il y a donc on voit bien qu'il y a une lésion circonscrite, bien limitée au niveau central, au niveau de la patella. La TDM, elle a bien mis en évidence cette image. Donc il y avait une image hétérogène, bien limitée au niveau de la facette médiale de la patella. Donc une biopsie chirurgicale a été faite et on fait le diagnostic. C'était une ostéite tuberculeuse de la patella. La patiente a eu des antituberculeux avec un curetage osseux de la lésion et avec un recul de 42 mois. Le résultat fonctionnel était bon, sans récidive infectieuse. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même, devant tout genou douloureux, il faut penser aussi, il faut toujours penser à éliminer une pathologie infectieuse, telle que l'ostéite ou bien chez l'enfant l'ostéomyélite. Passons maintenant aux genoux tendineux. Les tendinopathies au niveau du genou sont fréquentes, elles sont souvent invalidantes. Ça peut intéresser soit le corps du tendon, son insertion osseuse ou bien musculaire. On peut avoir aussi une inflammation des gaines, une ténosynovite. Donc, par ordre de fréquence, on a la tendinopathie rotulienne, la tendinopathie quadricipitale, la tendinopathie de la patte doigt et la tendinite du tenseur du fascia lata. Le traitement, il est généralement, c'est un traitement symptomatique associé à une punée, plus ou moins infiltration. On va commencer par donc la tendinopathie rotulienne qui est la plus fréquente. Donc, les facteurs favorisants sont les sports d'impulsion, tels que le tennis, le ski ou bien le basket. Cliniquement, on aura une douleur à la pointe de la rotule. La radio peut être demandée pour voir la structure osseuse, puisqu'une lésion osseuse peut coexister avec une tendinopathie. Elle peut montrer une calcification tendineuse. L'écho, elle peut montrer une modification du calibre du tendon, nodule ou bien de calcification. Sinon, l'IRM, elle peut être demandée dans certains cas lorsqu'on a une discordance échoclinique, lorsqu'on a un doute,
ou bien dans le cadre du bilan préopératoire. La tendinopathie quadricipitale, là, plutôt les sports favorisants, ce sont les sports là aussi d'impulsion brusque ou de blocage en flexion, tels que l'haltérophilie, le volley, le patin. Autre facteur favorisant, c'est diététique, lorsqu'on a un apport excessif en protéines. Facteur aussi morphologique, une forte corpulence, forte musculature. Aussi des facteurs technologiques tels que des techniques ou bien un matériel inadapté. Et là, la lésion intéresse plus souvent l'insertion du tendon. Là aussi, on a la triade douloureuse, c'est-à-dire une douleur antérieure ou antéro-externe en isométrie ou en étirement passif avec une douleur à la palpation. La radio, là aussi, elle peut montrer un tendon épaissi ou bien des calcifications. L'écho, elle peut montrer des micro-ruptures ou bien un aspect cicatriciel. L'IRM aussi, elle peut être demandée dans certaines situations et le traitement, il est souvent médical. Tendinopathie de la patte doigt, là aussi, sont les sports d'impulsion, ou bien en cas de malposition du pédalier, mais ça peut toucher aussi la femme ménopausée obèse. Ça va donner une douleur de la face supéro-interne du genou. Souvent, on a une tendinobursite. Là aussi, devant cette douleur interne, il faut penser à éliminer une atteinte méniscale interne, une arthrose de la fémorotibiale interne, ou bien une fracture de fatigue. Et le traitement, là aussi, il est souvent médical. Syndrome de la bandelette iliotibiale, donc c'est une tendinopathie par compression-frottement. Les facteurs favorisants sont surtout la course à pied ou bien le cyclisme. Là aussi, on va trouver à la clinique une douleur, des tests de Rennes ou bien de Noble positifs, éliminer devant cette douleur externe une atteinte méniscale externe ou bien une tendinopathie du biceps. Et le traitement peut être médical, chirurgical, préventif par des étirements ou bien par port de semelle. Autre tendinopathie plus rare, donc je ne vais pas m'attarder ici, donc, mais je vais juste les citer, c'est la tendinopathie du poplité, la tendinite du biceps crural, on peut avoir aussi une tendinite du semi-membraneux, ou bien même une tendinopathie des genoux. On va bientôt terminer. Donc là, c'est un cas d'un homme de 55 ans. Il a une douleur de la face antérieure du genou avec une impotence fonctionnelle. Comme vous le voyez sur la photo, donc ce patient, il a une tuméfaction sensible de la face antérieure de son genou. Il n'avait pas de flexum. La mobilisation du genou était limitée, était douloureuse. Sinon, le choc quotidien était négatif. Donc, qu'est-ce que vous suspectez devant ce tableau? Donc, en fait, c'était une bursite pré-rotulienne confirmée par l'échographie. Là, devant cette situation, il ne faut pas surtout confondre un épanchement d'une bursite pré-rotulienne dont la tuméfaction est en avant de la rotule. Donc, on parle d'une bursite ou bien d'hygroma du genou. Donc, elle survient suite à un traumatisme, peut survenir suite à des microtraumatismes par frottement répété ou bien par des appuis prolongés sur le genou. On appelle aussi la maladie des Carlor. Généralement, on trouve une simple tuméfaction à la palpation plus ou moins volumineuse. Sinon, on peut trouver une douleur lorsqu'il y a une inflammation ou bien une compression nerveuse associée. La radio est inutile, le diagnostic est surtout clinique. Sinon, on peut demander une échographie en cas de doute. Et pour la conduite à tenir, c'est le repos, l'abstention. On va éviter les facteurs favorisants, éviction des facteurs favorisants, port de genouillère. Si le trauma est gênant, et bien sûr, toujours après avoir éliminé une pathologie infectieuse, on peut compléter par une ponction évacuatrice avec infiltration du corticoïde. Outre la bursite pré-rotulienne, on peut avoir aussi une atteinte de la bourse suprapatellaire, infrapatellaire ou bien une atteinte de la bourse poplitée. Donc, les étiologies peuvent être mécaniques, mais il faut toujours éliminer une pathologie infectieuse, microcristalline, ou bien ça peut être associé à un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, on va terminer par ce cas clinique. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui se plaint progressivement suite à une activité sportive intense d'une douleur du genou droit. À l'examen, il avait un aspect inflammatoire de l'articulation. Il avait aussi une tuméfaction blindée sous-quadricipitale. Donc, la radiographie, là, je ne sais pas si c'est bien clair, mais elle a montré un épaississement des parties molles en sus-rotelien avec un aspect flou, donc des classifications d'aspect flou en sous-quadricipital. Donc, une IRM a été demandée, montrant une masse non spécifique, ne s'orientant pas après injection de gado, et le scanner a mis en évidence des calcifications regroupées en couronne, fortement évocatrices d'une myosite ossifiante circonscrite. En fait, là, c'était bien le diagnostic qui a été confirmé par l'étude histologique d'un fragment biopsique.
Pour ce cas, le patient a reçu des bisphosphonates, de la landronate pendant 6 mois avec une nette amélioration clinique. C'est pour vous dire que aussi une pathologie musculaire, elle peut être responsable d'une douleur au genou. Donc, en conclusion, comme vous l'avez vu, la douleur au genou est fréquente. Les pathologies, elles aussi, au niveau du genou, sont fréquentes. À côté de la pathologie articulaire, de nombreuses autres étiologies peuvent être discutées, notamment osseuses. La démarche diagnostique est basée sur une bonne anamnèse, un bon examen clinique, aussi sur des examens complémentaires simples tels que l'échographie ou bien l'IRM, qui ont bien permis de réduire les gestes invasifs. Sinon, il faut toujours penser à éliminer, comme on l'a vu, une pathologie infectieuse ou bien une pathologie tumorale maligne. Et merci pour votre attention. Je sais que vous êtes tous fatigués, vous attendez la pause déjeuner, mais si vous avez des questions, bien sûr, avant de clôturer cette journée.